Parfois, l'insouciance de la jeunesse fait faire des erreurs, fait prendre de mauvaises décisions. Certaines de ces décisions sont sans conséquence et permettent à celui ou celle qui les prend de grandir, d'apprendre, mais certaines autres, si elles ont l'air à la base banales, voire inoffensives, peuvent néanmoins avoir des répercussions terribles. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire d'aujourd'hui, lorsqu'un homme marié a décidé qu'avoir une aventure extra-conjugale pourrait être une bonne idée. Spoiler, ça n'a pas du tout été le cas, et ça s'est même très mal terminé. Générique. Le regard de Tammy Caison, 25 ans, et Sidney Sinclair Moorer, 21 ans, se croisent pour la première fois en 1997 et entre eux, ça accroche fort dès le début. Ils décident de se mettre ensemble très rapidement, scellent leur union par un mariage en mars 1998 et 13 mois plus tard naît leur premier enfant, un garçon, à qui Tammy et Sidney donneront ensuite un frère et puis une sœur. La famille vit à Socastee, une petite ville dans le comté de Horry, en Caroline du Sud, mais ils aiment beaucoup voyager et se rendent souvent à Disneyland, qui est de loin la destination préférée de toute la petite famille. En 2009, Sidney est arrêté pour vol à l'étalage et 2 ans plus tard, il est accusé d'avoir, en compagnie de son beau-père, William Caison, menacé et agressé un voisin avec lequel ils sont en conflit au sujet des limites de leur propriété. Malgré tout, aucune plainte n'est déposée par le voisin en question. Peut-être parce qu'en plus des coups reçus, il aurait dit à la police qu'un jour Sidney l'a fermement maintenu au sol pendant que son beau-père lui donnait des coups de pied dans les côtes. Et bien en plus de ça, des menaces auraient été faites à sa famille. Terrorisés, les voisins se sont donc abstenus de poursuivre Sidney et le père de sa femme et ont semble-t-il vécu dans une crainte permanente jusqu'à ce que la famille finisse par déménager. Mais en dehors de ça, côté caractère, Sidney est un homme avenant et plutôt même joyeux, lorsqu'il est seul du moins. Parce qu'il semblerait que l'homme soit bien moins souriant lorsqu'il est en présence de sa femme, qui a un caractère beaucoup plus fort que le sien. D'ailleurs, leurs proches disent qu'on voit rapidement qui porte la culotte à la maison, comme on dit. Nous sommes maintenant en 2013, et à ce moment-là, Tammy est la plupart du temps à la maison, puisqu'elle s'occupe elle-même de la scolarité de ses 3 enfants, ce qui ne l'empêche pas de diriger à côté, à mi-temps, Magical Vacations by Tammy, une agence de voyage qu'elle a elle-même créée. Sidney, lui, travaille en tant qu'entrepreneur dans la soudure et possède également sa propre société, Palmetto Maintenance. Bref, si on met de côté les quelques ennuis qu'a pu avoir Sidney avec la police par le passé, rien de vraiment extraordinaire n'a marqué le quotidien de cette famille qui semble finalement assez banal. Dans l'intimité aussi, tout va bien. Et si Tammy a déjà pu penser par le passé que son mari avait peut-être eu une aventure, ça n'était jamais allé plus loin. Comme dit l'adage, pas vu, pas pris. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée dans leur vie, et plus précisément dans celle de Sidney, d'une très belle jeune femme qui a, semble-t-il, une certaine attirance pour les hommes plus âgés. Cette jeune femme, c'est Heather Elvis. Née le 30 juin 1993 dans le comté de Horry, Heather Rachel Elvis a 20 ans et elle habite en colocation avec Brianna Kuser, surnommée Bri, à Carolina Forest, à une vingtaine de kilomètres de là où vit la famille Moorer. Bri et Heather, en plus d'être colocataires, sont également collègues, puisqu'elles travaillent toutes les deux au Tilted Kilt, un restaurant situé à Myrtle Beach, où elles sont employées en tant que serveuses. Heather étudie la cosmétologie en parallèle, elle se passionne pour tout ce qui a trait à la beauté, apprécie de pouvoir s'occuper des autres et espère bien pouvoir devenir maquilleuse après l'obtention de son diplôme. Elle a une apparence que l'on peut qualifier d'agréable et elle aime en prendre soin, mais ça ne l'empêche en rien d'apprécier des choses simples comme le coloriage ou même les concerts qu'elle s'autorise à donner lorsqu'elle est seule dans sa salle de bain. Et même si elle n'habite plus chez eux, Heather est très proche de ses parents, Terry et Debbie, mais aussi de sa petite sœur Morgan. Bref, elle semble avoir tout pour elle, et on peut deviner qu'elle ne doit pas avoir de mal à obtenir les faveurs des garçons qui l'intéressent. Cela étant dit, ce qui semble attirer Heather, ce sont les hommes d'un certain âge, et c'est d'ailleurs une préférence totalement assumée de sa part, en témoigne son tweet du 12 juin 2013 qui dit « J'aime les hommes plus âgés ». Du coup, quand Sidney Moorer, âgé de 37 ans, passe la porte du Tilted Kilt un peu plus tard dans le mois pour venir y effectuer une réparation, il attire très vite l'attention d'Heather. Il est marié, mais il lui fait comprendre que son mariage est plutôt un mariage ouvert et qu'il souhaite de toute façon à terme quitter sa femme.
ce qui renforce l'envie d'Heather de le séduire, et bien sûr Sidney qui, comme on l'a vu, semble avoir déjà quelques petites tendances à l'infidélité, ne lui résiste pas bien longtemps. Ils entament assez rapidement une relation et ne prennent même pas la peine de se cacher puisque Sidney se rend régulièrement au Tilted Kilt en dehors de ses heures de travail pour apporter des bagels et du café à Heather. Au restaurant, ça n'est un secret pour personne. Tout le monde sait qu'ils se fréquentent et Heather parle d'ailleurs librement de leur couple avec tous ses collègues et ses amis. Elle est visiblement très attachée à Sidney, ce qui les unit semble être intense. Mais contre toute attente, le 21 septembre 2013, elle poste un tweet qui laisse penser que ça ne se passe peut-être pas si bien que ça entre eux. Je cite « Il était une fois un ange et un démon qui sont tombés amoureux. Ça s'est mal terminé. » Elle était, à ce moment-là, bien loin de se douter de la justesse de ses propos. Ils auraient pu rompre et simplement en rester là, mais ça, c'était sans compter sur Tammy, la femme de Sidney, qui découvre le poteau rose et, sans surprise, le vit très mal. Le problème, c'est qu'elle décide de se venger d'une façon, disons, assez toxique, et vous allez voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Être mis au fait d'une infidélité commise par son conjoint, ça n'est jamais une chose facile, et il est assez courant que celui qui a été trompé soit en colère. Mais chez Tammy, la colère prend une dimension hors norme. Pour commencer, elle ordonne à Sidney d'appeler Heather en sa présence et lui intime l'ordre de rester loin de son mari, mais ça ne va pas s'arrêter là. Sous la pression induite par sa femme, Sidney, qui tente vainement de la calmer, dit alors à son ex-amante qu'elle n'était, pour lui, rien d'autre qu'une fille qui écartait les cuisses. Charmant. La conversation téléphonique continue et Sidney va purement et simplement détruire psychologiquement Heather, qui selon sa colocataire Brianna se sent à ce moment-là horrible en tant qu'être humain. N'oublions pas que Heather n'est âgée que de 20 ans, là où Tammy, elle, a déjà passé la quarantaine. Et sa rage, à Tammy, ne semble avoir aucune limite. Ça tourne même carrément à l'indécence, puisqu'elle inonde la jeune femme d'appels et de messages injurieux, qu'elle accompagne parfois même de photos d'elle et son mari en train d'avoir des relations sexuelles. Disons-le franchement, Tammy tombe dans le harcèlement, en privé, mais aussi en public. Elle s'étale sur les réseaux sociaux et se fait passer pour la parfaite épouse, victime des agissements d'une fille facile et briseuse de ménage qui, pour ne rien gâcher, harcèle maintenant sa famille. Le tout dans des termes forcément peu courtois envers Heather. Sidney, de son côté, paye également sa relation extra-conjugale au prix fort, puisqu'il est obligé, s'il veut sauver son mariage, de s'astreindre à des mesures qu'on peut qualifier de plutôt extrêmes. En gros, Tammy exige et il s'exécute. Ce qui va le conduire, par exemple, à passer ses nuits menotté au lit conjugal pour que sa femme puisse s'assurer de sa fidélité. Tant qu'à faire, elle change aussi le mot de passe du téléphone de son mari pour en mettre un nouveau qu'elle seule connaît et elle lui interdit de sortir de la maison si elle n'est pas avec lui. Vous pensiez que c'était le pire ? Pas du tout. Sidney doit également se faire tatouer le prénom de Tammy au-dessus de l'entrejambe. Malgré tout, ça n'est visiblement pas encore assez pour Tammy, qui continue d'envoyer des messages à Heather et se permet même de la menacer de violences physiques ou d'aller jusqu'à lui dire qu'elle va tuer son mari. Le point culminant du harcèlement est atteint lorsqu'elle appelle le restaurant où travaille Heather, le Tilted Kilt, pour leur demander de la renvoyer et elle est formelle, ils devront se passer des services professionnels de Sidney tant qu'ils ne feront pas ce qu'elle exige. À un moment, cependant, Sidney parvient, on ne sait pas trop comment, à échapper au contrôle délirant de Tammy et il en profite pour écrire à Heather. Il lui dit que sa femme n'est pas du tout en colère à cause de son infidélité, puisqu'elle a elle aussi un amant, mais uniquement en colère à cause du fait qu'il lui a menti. Heather lui demande alors quand est-ce qu'il va récupérer son téléphone, et Sidney lui répond qu'il vaut de toute façon mieux mettre un terme à leur relation une bonne fois pour toutes. La jeune femme ne le conteste pas, elle est même plutôt d'accord. À vrai dire, tout ce qu'elle veut, elle, c'est que Tammy arrête de téléphoner au Tilted Kilt. Ses appels incessants au restaurant lui ont déjà valu d'être renvoyé chez elle une après-midi, et au vu de sa situation financière, Heather ne peut pas se permettre de perdre davantage d'heures de travail. La conversation en reste là, et peu après, le 19 novembre 2013, Tammy et Sidney quittent la Caroline du Sud, accompagnés de leurs enfants, direction Disneyland. La situation semble enfin un petit peu s'arranger pour le plus grand bonheur d'Heather qui va peut-être enfin pouvoir tourner la page. Malheureusement, le répit n'est que de courte durée.
Le couple ne revient de ses vacances que le 11 décembre et à la date de leur retour, Heather va mieux puisqu'elle est enfin parvenue à laisser derrière elle son histoire avec Sydney et le harcèlement de Tammy. Encore mieux, elle a décroché un job de maquilleuse dans un salon de beauté situé au centre-ville de Myrtle Beach. C'était son rêve et elle est impatiente de commencer. Elle doit y faire ses débuts un petit peu avant Noël. Quelque chose vient néanmoins perturber sa sérénité, tout juste retrouvée. Ses collègues de travail remarquent que ses uniformes ne lui vont plus et pour cause, Heather a pris du poids. Mais aussi plusieurs tailles de soutien-gorge. Légitimement, elle en vient à se demander si elle ne serait pas enceinte, et si c'est le cas, le père est très certainement Sydney Moorer, ce qui ne faciliterait pas du tout leurs affaires à tous les deux. La manager d'Heather au Tilted Kilt rapporte qu'elle a effectué un test de grossesse, mais que ce dernier a restitué une erreur, alors le doute persiste. Ce qui n'empêche pas la jeune femme, ceci étant, de se rendre, le soir du 17 décembre 2013, à un rendez-vous galant. Il est 22h quand un certain Steven Chiraldi passe la chercher chez elle, et tous les deux roulent un moment sans réel but, ils discutent et ils admirent ici et là les éclairages que la ville a mis en place pour Noël. Ils finissent par s'arrêter sur le parking d'un centre commercial où Steven tente d'apprendre à Heather les fondamentaux de la conduite d'une voiture manuelle, et contre toute attente, elle s'en sort plutôt bien avec le passage des vitesses. Toute fière de son exploit d'ailleurs, elle prend le temps d'envoyer des photos à Brianna et à son père Terry. Le rendez-vous s'est bien passé et Steven raccompagne Heather chez elle aux alentours d'environ 1h15 du matin. 20 minutes plus tard, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu qui ne dure que 5 minutes, mais qui visiblement la perturbe assez pour qu'elle téléphone dans la foulée à son amie Brianna qui se trouve à ce moment-là chez sa famille en dehors de l'État pour les fêtes de fin d'année. En pleurs et très agitée, Heather lui confie que Sydney vient tout juste de l'appeler pour lui annoncer qu'il quitte sa femme et qu'il veut la revoir parce qu'elle lui manque. Brianna est un petit peu choquée par ce qu'elle vient d'entendre et elle lui demande de surtout ne pas y aller parce que ça ruinerait tous les efforts qu'Heather a fait le mois passé afin de passer à autre chose. Mais à défaut de parvenir à la convaincre de ne pas le revoir du tout, elle demande simplement à Heather d'aller se coucher et de laisser passer la nuit avant de donner une réponse à Sydney, espérant qu'une bonne nuit de sommeil lui évitera peut-être de prendre une mauvaise décision sous le coup de l'impulsivité. Heather lui dit que c'est ce qu'elle va faire, et elle raccroche. Malheureusement, elle ressort ce soir-là, et tout porte à croire qu'elle aurait mieux fait de suivre les conseils de son amie. Dans la matinée du 19 décembre 2013, une Dodge Intrépide verte, signalée comme étant suspecte par des passants, est découverte par la police au Peachtree Landing, un point d'amarrage de bateau qui borde la rivière Waccamaw, et cette voiture, c'est celle d'Heather Elvis. L'endroit, soit dit en passant assez isolé, est à environ 13 km de l'appartement de la jeune femme, et son véhicule y est garé perpendiculairement aux places de parking sur lesquelles il se trouve, ce qui est suffisamment inhabituel pour avoir déclenché le signalement. La voiture est verrouillée et puisqu'elle est enregistrée au nom du père d'Heather, Terry Elvis, il est appelé sur les lieux pour venir l'identifier. Il a un double des clés et parvient à l'ouvrir, mais les effets personnels de sa fille y sont introuvables. Ni son sac, ni ses clés, ni même son téléphone ne sont à l'intérieur. Les proches d'Heather commencent à se faire sérieusement du souci, puisqu'en plus de ça, elle ne répond pas à leurs appels, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Elle ne se trouve pas non plus chez elle, bref, leur inquiétude semble à présent totalement justifiée aux yeux de la police du comté de Horry, qui ouvre une enquête pour disparition de personnes. Le premier réflexe des enquêteurs est bien entendu de consulter le relevé téléphonique d'Heather. Ils veulent savoir quelles sont les dernières personnes à être entrées en contact avec elle, afin d'avoir peut-être un début de piste. J'imagine que vous vous en doutez, dans cette liste de noms, il y a celui de Sydney Moorer. Questionné par les autorités, il assure, dans un premier temps, ne pas avoir parlé avec Heather depuis au moins 2 mois avant de changer de version, et de leur avouer que, oui, il a en fait bien eu une discussion récemment avec elle, mais que c'était uniquement pour lui demander de ne plus l'appeler. Steven Chiraldi, l'homme avec qui elle a eu un rencard la veille de sa disparition, et qui est supposément le dernier à avoir vu la jeune femme, est également contacté, mais il dispose d'un solide alibi, et il est rapidement mis hors de cause par les enquêteurs. En parallèle de cette enquête, évidemment, durant des semaines, de nombreuses recherches et battues sont organisées par la police comme par des bénévoles afin de tenter de retrouver la trace d'Heather Elvis, mais rien n'en ressort. C'est comme si elle s'était purement et simplement évaporée.
Un peu plus d'un mois après sa disparition, le 28 janvier 2014, deux hommes, William Christopher Barrett et Garnet Ryan Stearns, sont arrêtés et accusés d'entrave à la justice pour avoir publié de fausses informations au sujet de l'affaire sur les réseaux sociaux. Leurs allégations erronées ont considérablement ralenti les efforts des enquêteurs puisqu'ils ont, pendant un temps, cherché dans la mauvaise direction. Mais une fois ces fausses pistes écartées, tous les soupçons des enquêteurs se recentrent sur Sidney Moorer. Il leur a menti et c'est plus que louche. Et visiblement, il n'est toujours pas décidé à dire la vérité puisque, même s'il affirme être resté à la maison avec sa femme la nuit de la disparition d'Heather, des images de vidéosurveillance qui révèlent une partie de ses activités dans les premières heures de la nuit ne plaident pas sa cause. Bien au contraire. La caméra d'un Walmart situé à Myrtle Beach le filme aux alentours de 1h12 du matin. Il entre dans le magasin et en ressort une dizaine de minutes plus tard avec des cigares et un test de grossesse. Il est ensuite filmé à nouveau par la caméra d'une station-service Kangaroo en train de passer un appel depuis une cabine téléphonique située sur le trottoir d'en face. Ce qui, si vous vous souvenez, rappelle fortement l'appel depuis un numéro inconnu qu'Heather a reçu dans les premières heures de la nuit. Plus troublant encore, un pick-up Ford F-150 de couleur foncée est filmé plusieurs fois par des caméras de sécurité privées qui se trouvent sur la route entre la maison des Moorer et le point d'amarrage où a été retrouvé le véhicule d'Heather. Les deux lieux sont distants de seulement 5 km et on peut voir le pick-up rouler vers Peachtree Landing aux alentours de 3h36, puis repasser dans la direction opposée une dizaine de minutes plus tard. La plaque d'immatriculation du pick-up n'est pas identifiable, mais une recherche menée par les autorités parmi les 82 Ford F-150 de couleur foncée enregistrés à ce moment-là dans le comté de Horry révèle que, comme par hasard, la famille Moorer en possède un. Et cet élément est suffisant pour que les enquêteurs puissent demander un mandat de perquisition afin de fouiller leur propriété. Le mandat est obtenu le 21 février 2014 et la police débute la fouille de la propriété des Moorer dans les plus brefs délais. Les recherches, qui dureront 11 heures, mèneront à l'arrestation de Tammy et Sidney Moorer, mis en examen pour le meurtre et l'enlèvement d'Heather Elvis, mais aussi pour entrave à la justice et 2 chefs d'accusation d'outrage à la pudeur. Ils sont incarcérés, mais pourront être libérés dans l'attente de leur procès, moyennant le paiement d'une caution de 100 000 $. La police n'a jamais révélé en conférence de presse quelles preuves exactement avaient conduit à cette arrestation, et de ce fait, le couple Moorer bénéficie, juste après, d'un important soutien sur les réseaux sociaux. Parce que, rappelons que Tammy avait tout fait pour accabler publiquement Heather avant sa disparition. Début 2015, une première audience s'ouvre et la défense met en avant l'absence de preuves directes reliant Tammy et Sidney à la disparition d'Heather Elvis. Le couple propose alors de mettre leur maison en gage pour pouvoir payer leur caution, et le juge accepte. C'est ainsi qu'après avoir passé 11 mois en prison, les Moorer sont à nouveau libres, mais face à leurs difficultés à trouver du travail et aux menaces qu'ils reçoivent, ils déménagent en Floride. En mars 2016, les procureurs abandonnent les accusations de meurtre qui pèsent sur eux. En effet, en l'absence d'un corps et de quelconque preuve physique qu'un homicide a été commis, il leur est impossible de maintenir les charges. Un peu plus d'1 an après, un procès destiné à déterminer si Sidney Moorer a oui ou non enlevé Heather Elvis s'ouvre et le jury ne parvient pas à se mettre d'accord même après 7 heures de délibération. Le procès est alors considéré comme nul. Fin 2017, un nouveau procès débute. Sidney est accusé d'entrave à la justice pour avoir menti aux enquêteurs lors de son interrogatoire. Un cousin de Tammy y témoigne contre lui et affirme qu'il lui a montré, peu de temps après la disparition d'Heather Elvis, une photo où elle apparaissait, visiblement décédée, avec des égratignures sur le visage et des taches de sang qui maculaient sa chemise. Après 3 jours, Sidney Moorer est reconnu coupable d'entrave à la justice et il est condamné à purger 10 ans de prison avec crédit des 11 mois déjà effectués auparavant. En avril 2018, un grand jury inculpe Sidney et Tammy pour un seul chef d'accusation de complot en vue d'un enlèvement, ce qui laisse entendre que de nouveaux éléments de preuve ont été trouvés ou que l'un d'entre eux a décidé de témoigner contre l'autre. Tammy Moorer est donc de nouveau jugée en octobre 2018 pour 2 chefs d'accusation, enlèvement et complot d'enlèvement. Elle est reconnue coupable des 2 et est condamnée à 2 peines de 30 ans de prison avec confusion des peines, ce qui veut dire qu'elle n'effectuera au final qu'une seule des 2 peines. Sidney Moorer est lui jugé peu après pour les mêmes chefs d'accusation et il écope des mêmes peines de prison que sa femme dont il est désormais légalement séparé. Il doit avoir l'air fin.
avec son tatouage maintenant. Détail intéressant, durant ce dernier procès, de nouvelles preuves, assez parlantes, qui avaient été refusées par le juge qui présidait le premier procès de Sydney, ont refait surface. Le système de vidéosurveillance installé chez les moureurs montre Sydney en train de nettoyer et aspirer consciencieusement leur véhicule, le fameux Ford F-150, quelques jours seulement après la disparition d'Heather. Et là où on pourrait croire, avec un petit peu de mauvaise foi, que ce n'était qu'une coïncidence, on peut le voir ensuite brûler les chiffons qui ont servi au nettoyage. Toujours concernant ce pick-up, qui décidément on aura révélé bien plus que ses propriétaires, il était équipé d'un système de GPS embarqué qui peut être désactivé. Et le système n'a été désactivé qu'une seule fois depuis son achat par les moureurs. Devinez quand? Bingo, la nuit où Heather Elvis a été vue pour la dernière fois. Ça va faire bientôt 10 ans que Heather Elvis a été portée disparue. Son corps n'a jamais été retrouvé et Sydney et Tammy Moorer continuent de nier leur implication dans sa disparition, affirmant toujours ne pas l'avoir tuée. Comme toujours dans ce genre d'affaires dramatiques, même si les accusés ont écopé de lourdes peines de prison pour le coup, la famille et les proches d'Heather sont anéantis de ne toujours pas savoir ce qu'il est advenu d'elle à ce jour. Espérons que, comme pour l'affaire Maryse Chiverella, quelqu'un, un jour, trouvera le chaînon manquant et pourra clore l'affaire Heather Elvis. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle affaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu bien sûr, voire même à la partager. Et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres et créatures imaginaires. Salut!